Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. L'autorité du bassin du Niger en quête de financement. L'instance souhaite mobiliser environ 2000 milliards de francs CFA pour aider la population affectée entre autres par le changement climatique. Une ambition affirmée lors de la réunion du comité technique des experts de l'ABN qui se tient actuellement au Tchad. Le renforcement de la coopération bilatérale entre le Kenya et la Tanzanie. Les deux États ont convenu d'accélérer la construction du gazoduc qui doit relier les villes de Mombasa et Dar es Salaam. Et puis focus sur la réforme des retraites au Maroc. Le bureau d'études sur le système des retraites dans les secteurs publics et privés recommande que l'âge légal du départ soit repoussé à 65 ans. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la démission du Premier ministre au Tchad. Albert Pahimi Padaké a présenté ce 11 octobre sa démission au président de la transition, Mahamat Idriss Déby, qu'il a reçu en audience au palais présidentiel de N'Djamena. Elle intervient au lendemain de l'investiture du général. L'homme fort du pays a en effet été investi ce lundi président de la transition qui doit durer 2 ans. Lors de la cérémonie d'investiture, le fils de l'ancien président Idriss Déby Itno a assuré, je cite, que cette deuxième phase de la transition doit conduire au raffermissement de notre démocratie. Une deuxième phase qui doit mener le pays sur la voie d'élections qui se dérouleront selon lui dans la transparence et la sérénité. Il s'est également engagé à nommer dans les meilleurs délais un gouvernement d'union nationale. Notons que selon les conclusions du dialogue national qui s'est récemment achevé dans le pays, le général Mahamat Idriss Déby a la possibilité de se présenter à la prochaine élection présidentielle. On reste au Tchad qui abrite jusqu'au 12 octobre la réunion du comité technique des experts de l'autorité du bassin du Niger. Des travaux en préparation à la 41e session ordinaire du Conseil des ministres de l'ABN. L'enjeu de ces discussions, renforcer les capacités de l'instance face au changement climatique notamment. L'instance souhaite ainsi mobiliser environ 2000 milliards de francs CFA pour mettre en place des projets structurants. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Pour la période 2022-2023, l'autorité du bassin du Niger souhaite mobiliser environ 2000 milliards de francs CFA auprès des bailleurs de fonds pour financer les projets structurants au profit de 25 millions de personnes affectées par le changement climatique au sein des pays partageant les ressources du bassin du fleuve Niger. L'institution a organisé une rencontre d'experts en N'Djamena du 6 au 12 octobre pour examiner les différentes réformes à mettre en œuvre afin d'atteindre cet objectif et mieux répondre aux défis de gestion et de financement de ces programmes et projets de développement. L'ordre du jour de notre présente assise reflète la densité et la portée des défis auxquels notre organisation a à faire face. Je ne me doute point que le niveau de notre engagement et la maturité de notre organisation nous permettront de relever sereinement tous ces défis. Avec des réformes, l'autorité du bassin du Niger compte engager la responsabilité des États dans la mondialisation des ressources afin de faire du fleuve du Niger un véritable outil de développement communautaire. Environ 20 millions de personnes au Sahel sont affectées par les crises alimentaires et des catastrophes naturelles, notamment les inondations et les sécheresses qui impactent durement la croissance des pays membres de l'ABN. La rencontre des experts est un véritable cadre de réflexion et de débat pour proposer à l'instance ministérielle les solutions les plus appropriées aux différentes problématiques qui interpellent le bassin. La réunion des experts tenue à N'Djamena précède la session extraordinaire et la 41e session du Conseil des ministres des pays membres de l'autorité du bassin du Niger qui se tiendra en mi-octobre 2022 à N'Djamena. Pour rappel, l'ABN est constituée de 9 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée, le Niger, le Nigeria et le Tchad.
Retour sur la visite du président kényan William Ruto en Tanzanie. Dans le cadre de sa tournée régionale, le chef de l'État a atterri à Dar es Salaam le 9 octobre. Un déplacement de 2 jours centré sur le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux États. À ce propos, le chef de l'État kényan et son homologue tanzanienne, Samia Suluhu Hassan, ont convenu d'accélérer la construction du gazoduc qui doit relier les villes de Mombasa et de Dar es Salaam. Nathalie Mou. En visite officielle de 2 jours à Dodoma dans le cadre de sa tournée est-africaine, le président William Ruto a annoncé le 10 octobre 2022 l'amélioration de la coopération bilatérale entre le Kenya et la Tanzanie. Le Kenya et la Tanzanie coopéreront dans le cadre de la communauté de l'Afrique de l'Est pour résoudre les barrières non tarifaires qui continuent d'entraver le commerce transfrontalier, selon le dirigeant kényan. Le président William Ruto a promis la levée de 14 restrictions commerciales en vigueur entre les deux pays. Au sujet des 14 restrictions restantes que nous avons identifiées, nous devons les lever d'ici décembre 2022 pour permettre à nos populations d'échanger dans un meilleur environnement. Ainsi, nous pourrons récolter les bénéfices des transactions commerciales transfrontalières. Préoccupés par le coût élevé de l'énergie en Afrique de l'Est, les chefs d'État tanzaniens et kenyans ont convenu de construire un gazoduc entre Dar es Salaam et Mombasa. Pour le président William Ruto, cette infrastructure réduira les tarifs d'importation de gaz naturel liquéfié qui sont passés de 70 000 à 108 000 shillings par tonne en février 2022. Nous allons maintenant accélérer le gazoduc de Dar es Salaam, de Mombasa et éventuellement à Nairobi afin que nous puissions utiliser les ressources dont nous disposons dans notre région pour réduire les tarifs de l'énergie à la fois et à des fins industrielles, commerciales et domestiques. Le président kényan William Ruto et la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan envisagent également de renforcer les échanges dans les domaines de la sécurité, de la lutte contre la criminalité transfrontalière et du tourisme. Le volume des échanges commerciaux actuels entre les deux pays a augmenté. La Tanzanie a exporté 50 milliards de shillings de produits vers le Kenya, tandis que les exportations du Kenya vers la Tanzanie se sont chiffrées à 45 milliards de shillings en 2021. L'actualité nous emmène également au Gabon, où le patronat réclame une privatisation de la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est la requête formulée ce 10 octobre par Henri-Claude Onyema, le président directeur général du groupe PGFI Bank. Une réclamation énoncée lors d'une réunion de la Fédération des entreprises gabonaises. D'après lui, je cite, l'État doit rester dans le rôle de régulateur et de contrôleur de l'action. Et pour cause, la CNSS est en crise. L'instance éprouve en effet des difficultés à payer les pensions des retraités à temps ainsi qu'à rémunérer ses salariés. Notons que le déficit de l'instance serait estimé à 28 milliards de francs CFA. L'Ouganda entend prochainement lancer un fonds de crédit à l'exportation. Avec cette nouvelle mesure, le pays ambitionne d'aller à la conquête de nouveaux marchés tels que l'Europe. Parmi les produits ciblés en priorité à l'export, la viande bovine, le poisson, le café ou encore les fruits. Qu'en est-il du financement de ce fonds? Élément de réponse avec Ameneji. L'Ouganda prépare le lancement d'un fonds de crédit à l'exportation. L'objectif est d'aider les exportateurs nationaux à conquérir de nouveaux marchés selon l'agence Bloomberg. Outre les financements, il s'agit d'améliorer la conformité des produits aux exigences sanitaires tout en contribuant à la mise en place de stratégies de conquête des marchés. Pour rentabiliser les placements d'aide à l'exportation, il serait bon de les concentrer dans le secteur agricole, notamment dans toutes les chaînes de valeur de transformation, des niches pour lesquelles l'Ouganda est leader, naturellement les clusters et tout ce qui touche à la transformation agricole des tomates, des choux, des aubergines et des avocats, des domaines où l'Ouganda a fait preuve d'un certain leadership, non seulement dans la zone, mais aussi à l'exportation. Selon Audrey Kouabogo, président du comité consultatif sur la promotion des exportations et le développement industriel lancé par le président ougandais Yoweri Museveni, le capital initial du fonds devrait être modeste et ses financements limités à un certain nombre de produits avant de s'étendre progressivement. Dans
le cadre de la zone de libre-échange continentale, l'Ouganda, à travers la mise en valeur de ces produits, à travers la transformation de ces produits, l'avocat, le chou, possiblement le thé et les aubergines, l'Ouganda pourrait créer une industrie alimentaire et optimiser les exportations de cette industrie alimentaire pour prendre des parts de marché en Afrique et dans le monde. En 2020, les exportations de biens en Ouganda se sont élevées à 4,14 milliards de dollars, tandis que les importations ont atteint 2,25 milliards de dollars, entraînant une balance commerciale déficitaire. Les importations de biens et services devraient rester élevées les années à venir en raison des investissements dans les grands projets d'infrastructure. Au Maroc, l'âge légal du départ à la retraite pourrait être repoussé à 65 ans. C'est en tout cas l'une des recommandations formulées par le Bureau d'études sur le système des retraites dans les secteurs publics et privés. Une recommandation présentée lors de la première réunion de la commission chargée de la réforme des retraites, présidée par la ministre de l'économie et des finances, Nadia Feta Alaoui. Les détails avec Samantha Sabirous Aboubangar. Réforme des retraites au Maroc. Le gouvernement marocain ambitionne de plaider pour un report de l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans, tout en augmentant le pourcentage des cotisations. C'est ce que rapporte la presse locale. Selon la presse, la commission chargée de la réforme de retraite a, en présence de la ministre de l'économie et des finances, présenté les conclusions d'une étude menée par un bureau d'études sur le système des retraites au Maroc dans les secteurs publics et privés. Aujourd'hui, l'enjeu, finalement, il est plutôt en termes de temporalité, il est également au niveau économique, puisqu'il s'agit de sauver le système de retraite marocain et que celui-ci puisse couvrir davantage de citoyens marocains. Et dans cette lignée et surtout dans cet objectif-là, il ne peut y avoir de divergence au sein des partenaires sociaux. Afin d'assurer la pérennité du système des retraites, l'étude recommande l'adoption d'un plafond unifié pour le régime de base égal à 2 fois le salaire minimum, tant pour le secteur public que pour le privé. Ceci pour faciliter le passage à l'avenir vers un régime de base unifié et réduire les taux de remplacement des hauts salaires du secteur public. Donc je pense que d'ici le premier trimestre 2023, on y verra beaucoup plus clair. Et la feuille de route va vraiment être déclinée pour maintenant une phase beaucoup plus opérationnelle de manière à ne pas épuiser les liquidités qui existent actuellement et qui permettent de tenir encore jusqu'à 2028 pour le système de retraite marocain. Pour mener à bien cette réforme, l'analyste présentée par la ministre précise que la caisse de retraite marocaine aura besoin d'environ 14 milliards de dirhams annuels pour financer le déficit du système. Dans ce sens, la ministre a annoncé qu'un accord avait été conclu pour présenter des orientations stratégiques entre janvier et mars 2023. Selon elle, dès avril 2023, des réformes et une feuille de route seront approuvées pour une mise en œuvre à partir de mai 2023. La fermeture des établissements scolaires due à la pandémie de Covid-19 a ralenti l'enseignement des jeunes apprenants à travers le monde entier. Et l'écart qui existait entre les enfants réfugiés et les autres élèves s'est creusé davantage. Mais en Éthiopie, un enseignant sud-soudanais réfugié dans le camp de Djewi se bat pour la mise à niveau de ses élèves. Pour lui, l'éducation est la clé d'un avenir meilleur. Gladys Mambar. Les ressources sont limitées, les classes surpeuplées et les défis quotidiens, mais tout cela ne freine pas la détermination de Kotris, enseignant réfugié sud-soudanais en Éthiopie, conscient du retard dans la scolarisation pris par les enfants réfugiés sur les autres élèves du monde entier. Ce professeur déploie toute son énergie à étoffer les connaissances de ces jeunes apprenants, estimant que l'éducation est la clé d'un avenir meilleur pour son pays natal, le Soudan du Sud. J'ai environ 15 élèves qui sont allés à l'université. Je leur dis, la belle vie pour vous est d'aller à l'école. L'école est pour votre vie parce que le monde d'aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes, les gens qui sont dans ce monde, ils sont très sages. Je dis aux élèves, s'il vous plaît, il vaut mieux apprendre à ne pas rester assis les bras croisés. Rester les bras croisés n'est pas bon. Lorsqu'ils auront terminé leur étude universitaire, ils iront au Soudan du Sud et trouveront un emploi. Avec près d'une décennie d'enseignement au compteur, Kotris sait comment retenir l'attention de ses élèves. Mais l'exercice est périlleux,
dans le camp de réfugiés de Jewi, où plus de 100 élèves sont entassés dans une salle de classe. Toutefois, sa stratégie semble payer. J'aime la façon dont il enseigne. Il est très marrant. J'aime ça. Monsieur Cote est très spécial parce qu'il a toujours donné de son temps pour édifier les gens, comme pour les femmes adultes comme moi qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Depuis décembre 2013, le conflit au Soudan du Sud a fait des milliers de morts et forcé environ 2,2 millions de Sud-Soudanais à s'exiler dans les pays voisins. L'Éthiopie étant le pays qui accueille le plus grand nombre de réfugiés sud-soudanais. Plus de 60% des personnes déplacées sont des enfants, une génération entière dont la seule chance d'avoir un avenir meilleur est l'éducation. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.